Le président de la République regagne Nouakchott après avoir participé à une réunion de haut niveau sur le financement des économies africaines. Le Premier ministre supervise le lancement d'une série de forums organisés par Ta'azur en coopération avec le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation au profit des collectivités territoriales. Et puis à Nouakchott abrite la signature d'un accord entre le ministère du Pétrole et des Mines et la société Kairos Gold Corporation. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. À la une de ce journal, le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a regagné ce soir Nouakchott en provenance d'Abidjan après avoir participé à une réunion sur le financement des économies africaines. À son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Monsieur le président de la République était accompagné par une importante délégation comprenant messieurs Madame Koumbaba, ministre conseillère à la présidence de la République, Monsieur Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Monsieur Mohamed Ahmed Daoul Mohamed Lamine, directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Cheikh Sohaibou, premier conseiller de l'ambassade de Mauritanie en Côte d'Ivoire, M. Hassan Oulezine, chargé de mission à la présidence de la République, M. Sidi Mohamed Sidi Jafar, chargé de mission à la présidence de la République, M. Hassan Oulahmed, directeur général du protocole d'État. Une réunion de haut niveau sur le financement des économies africaines a débuté ce matin à Abidjan avec la participation du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, aux côtés de chefs d'État et dirigeants de nombreuses organisations partenaires régionales et internationales organisées par l'Association internationale de développement, une institution du groupe Banque mondiale. Le sommet a discuté des moyens de mobiliser l'appui pour faire avancer les économies du continent et surmonter les répercussions économiques et sociales de la pandémie de Covid-19. La rencontre intervient pour souligner l'importance de l'ambitieux 20e réapprovisionnement des ressources de l'IDA 20. Il s'agit d'aider le continent à poursuivre sa transformation économique, étant donné que le soutien continu de la Banque mondiale, celle de l'IDA en particulier, est nécessaire pour aider les pays africains à répondre à leurs besoins de financement qui étaient déjà élevés avant la pandémie. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a remercié les dirigeants qui ont bien voulu faire le déplacement malgré une situation sanitaire et économique difficile. Selon lui, la pandémie a fortement impacté la croissance économique des pays africains, d'où l'importance de la solidarité des bailleurs avec l'Afrique afin de surmonter la crise. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu hier soir en audience à sa résidence à l'hôtel Sofitel à Abidjan une délégation de la Banque mondiale conduite par M. Axel Van Trossenberg, directeur des opérations à la Banque mondiale, et M. Ousmane Djagana, vice-président régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'entrevue a été l'occasion de passer en revue les relations de coopération existant entre notre pays et cet organisme financier international. L'audience s'est déroulée en présence de messieurs Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Hassan Oulezine, chargé de mission à la présidence de la République. Le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, a reçu cet après-midi à la primature à Nouakchott M. Mohamed Boudra, président des cités et gouvernements locaux unis, CGLU, et président de l'Association marocaine des présidents des conseils associatifs. La rencontre a permis d'aborder les relations de coopération existantes entre notre pays et cette organisation et les voies et moyens de les développer.
L'audience s'est déroulée en présence de M. Mohamed Salm Marzouk, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mme Aïcha Val-Vergès, directrice de cabinet du Premier ministre, M. Ahmed Ould-Hmeimed, président de l'Association des maires de Mauritanie. À sa sortie d'audience, le président des CGLU a fait une déclaration dans laquelle il s'est dit honoré par la rencontre avec le Premier ministre, soulignant que sa présence en Mauritanie à l'invitation de l'Association des maires de Mauritanie entre dans le cadre de l'appui à la décentralisation et à la démocratie locale. Il a ajouté « Nous sommes fiers au niveau des deux organisations de l'initiative de son Excellence le Président de la République de la création de l'institution de la décentralisation et de la démocratie locale et sa présidence de cette initiative qui doit être saluée et que nous allons faire connaître afin que l'ensemble des États suivent la démarche pour accomplir cette importante réalisation dont nous attendons beaucoup de bien pour les populations car la décentralisation est essentielle pour le développement local. Monsieur le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a présidé aujourd'hui à Nouakchott une réunion du comité interministériel chargé d'étudier les préparatifs de l'ouverture des écoles 2021-2022 à la lumière du projet de réforme du système éducatif qui occupe une place de premier plan dans le programme de son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le comité a étudié les modalités proposées pour que la prochaine ouverture des écoles se déroule dans les meilleures conditions et qu'elle constitue le véritable lancement de la réforme éducative avec l'adoption de la feuille de route et du processus de concertation incarné par la création du Conseil national de l'éducation. Il s'agit d'un processus dont l'objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement et de préserver les acquis à travers les importantes opérations de recrutement d'enseignants et de prestataires de services éducatifs, l'approbation de nombreuses primes en leur faveur, la restructuration des écoles normales d'instituteurs, la mise en œuvre d'un vaste programme d'infrastructures scolaires, la révision des programmes et des manuels et l'élaboration d'un vaste programme de prise en charge scolaire. Dans ce contexte, le Premier ministre a souligné la nécessité que toutes ces mesures constituent une base solide pour amorcer les premières démarches concrètes de mise en place de l'école républicaine promise par son Excellence le Président de la République. Une école où tous les fils de notre cher pays se sentiront égaux et unis. Une école qui donnera confiance en l'enseignement. Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a présidé aujourd'hui à Nouakchott une réunion du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de Covid-19 en application des directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour redoubler d'efforts afin d'infléchir la courbe pandémique, de suivre l'état de santé des citoyens et de prendre en charge de la meilleure manière les personnes infectées. Dans ce contexte, la Commission a été informée de la situation sanitaire dans le pays et de l'augmentation inquiétante du nombre de contaminations et de décès que l'on observe ces jours-ci. Elle a souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette situation et à ses conséquences potentielles, notamment au vu de l'accélération du rythme des contaminations quotidiennes dans les pays voisins. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a souligné la nécessité de prendre des mesures immédiates pour fournir de l'oxygène dans les quantités requises et le plus rapidement possible en prévision des besoins éventuels pour le traitement des contaminés. Accélérer le rythme de la vaccination pour assurer une protection plus large des citoyens. Appeler avec insistance les citoyens à respecter les procédures préventives requises, notamment le port de masques, l'évitement des grands rassemblements, le respect de la distanciation sociale et l'utilisation constante de désinfectants et le lavage des mains.
Intensifier et étendre les campagnes de sensibilisation pour inciter les citoyens à ne pas relâcher le respect de toutes les procédures recommandées par les autorités sanitaires compétentes. L'implication des différentes autorités officielles et locales et de tous les acteurs associatifs dans ces campagnes. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, a supervisé ce matin à l'Académie diplomatique à Nouakchott le lancement d'une série de forums organisés par la Délégation générale de la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azur au profit des collectivités territoriales. Ces forums visent à insuffler une dynamique globale de développement local. Le point avec Abdullah Damaba. Ces forums visent entre autres à insuffler une dynamique de développement local, ce qui permettra d'accroître l'efficience des programmes mis en œuvre dans le cadre du plan national de solidarité et de lutte contre l'exclusion afin de réaliser un développement socio-économique global et intégré au sein des zones à forte concentration de couches démunies, particulièrement en milieu rural. Le lancement de cette activité a été supervisé par le Premier ministre Mohamed El-Bilal. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre d'un protocole de partenariat entre l'agence Ta'azur, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et l'association des maires de Mauritanie. Le délégué général de l'agence Ta'azur, Mohamed Mahmoud El-Bouassiri, a affirmé que l'objectif de ce protocole de coopération est d'œuvrer afin de mettre un terme à la pauvreté en favorisant le développement local par la création de valeur ajoutée, améliorer les conditions de vie des populations démunies, développer les filières productives, financer des activités génératrices de revenus, des groupements. Il a aussi précisé que ce protocole d'accord promeut l'habitat social dans des zones rurales et urbaines, ce qui passe par la réduction de l'habitat informel et le regroupement des petits villages. Le président de l'association des maires de Mauritanie, Sidi Ahmed Ould Hamimid, a pour sa part remercié le Premier ministre d'avoir présidé le lancement de ces ateliers, fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, l'agence Ta'azur et la structure qu'il préside. Il a en outre indiqué que la réussite de ces programmes est tributaire de l'attention accordée aux franges démunies. Le lancement de ces forums s'est déroulé en présence d'un parterre de membres du gouvernement, des autorités administratives et municipales des wilayas du Trarza, de l'Adrar, de Dahle Nouadhibou, du Trizemour, de l'Inchiri et des 3 wilayas de la capitale. La conférence des présidents de commission à l'Assemblée nationale a programmé une séance plénière pour les membres de la Haute Cour de la justice. C'était au cours de la réunion des conférences des présidents qui s'est tenue sous la présidence du vice-président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El-Mukhtar Sidi Taleb Nafa, en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi. Le ministre de la Défense, M. Hanan Al-Sidi, s'est entretenu aujourd'hui avec une délégation du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, conduite par l'ambassadeur Andrew Young, commandant adjoint chargé de la coopération civile et militaire, en présence du commandant adjoint des opérations d'AFRICOM, le général Kirk Smith. La rencontre à laquelle a participé l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Mauritanie, son Excellence, Mme Cynthia Kirst, a porté sur les relations de coopération entre les deux pays, ainsi que sur les voies et moyens de les renforcer, notamment en matière de sécurité et de défense. La Commission nationale de suivi d'exécution du Fonds de solidarité sociale de lutte contre le coronavirus a tenu aujourd'hui à Nouakchott une réunion consacrée à la gestion du fonds au cours des 2 derniers mois et à l'examen des résultats de 14 mois de gestion. Le ministre des Finances, M. Mohamed Amin El-Dhabi, président de la Commission, a précisé qu'en raison de l'intérêt qu'accorde le président de la République à une transparence totale dans la gestion du fonds, il est important que le rapport mette l'accent sur un audit approfondi de tous les détails. Mohamed El-Khattat. C'est une réunion de la Commission nationale de suivi d'exécution du Fonds de solidarité sociale de lutte contre le coronavirus qui avait pour objet l'examen des différentes questions relatives à la gestion de ce fonds au cours des 2 dernières années. Au cours de la réunion, le ministre des Finances qui préside cette commission, M. Mohamed Lamine Ould-Dhabi, a présenté un rapport détaillé sur les travaux des sous-commissions et les dépenses effectuées, les noms des bénéficiaires, leurs adresses et la liste des établissements qui ont remporté les contrats.
Il a précisé qu'en raison de l'intérêt qu'accorde le président de la République à une transparence totale dans la gestion des fonds, il est important que le rapport mette l'accent sur un audit approfondi de tous les détails de l'échange, tels que la publication des contrats, d'informations détaillées sur les propriétaires des institutions gagnantes, la publication des factures et des noms des bénéficiaires, des subventions en espèces, des échantillons, des empreintes digitales et des adresses des bénéficiaires, ainsi que la publication des résultats du rapport de la mission de l'inspection d'État. Il a ajouté que le rapport d'aujourd'hui comporte pour la deuxième fois des nouveautés, particulièrement celles relatives à la campagne de vaccination, soulignant que la Mauritanie a reçu jusqu'à présent 175 800 doses, tandis que les personnes vaccinées au 30 juin 2021 sont au nombre de 156 543, dont 10 345 ont déjà reçu leur deuxième dose. M. Mohamed Lamine Ould Dahbi a affirmé que les revenus du fonds ont atteint 6,4 milliards MRU et que les dépenses sont de 4,56 milliards de MRU, précisant que le solde du fonds est actuellement de 1,98 milliard MRU. Il est à noter que la Commission nationale de suivi d'exécution du Fonds de solidarité sociale de lutte contre le coronavirus a été créée le 20 mai 2020 par décret de la présidence de la République. Elle comprend 20 membres, dont des représentants de l'Assemblée nationale, un représentant du chef de file de l'opposition démocratique, un représentant du Conseil économique, social et environnemental, un représentant des conseils régionaux, un représentant de l'Association des maires de Mauritanie, des représentants d'universitaires, d'imams, d'employeurs, des centrales syndicales, un représentant de la société civile, 3 représentants des partenaires techniques et financiers et des représentants de la presse et des Mauritaniens expatriés. Le ministre de la Défense, M. Hanan Ould Sidi, le ministre de la Fonction publique et du Travail a effectué aujourd'hui une visite à l'École nationale du journalisme et de l'administration et de la magistrature, l'objectif étant de s'enquérir du déroulement de la formation organisée par son département depuis février au profit des employés de la fonction publique. Aminata Khan. Le ministre de la Fonction publique et du Travail, Camara Mohamed Saloum, a effectué aujourd'hui une visite au niveau des ateliers de formation à l'École nationale d'administration. Sur place, le ministre a visité les différentes salles qui composent cette école et a indiqué que l'objectif de sa visite est de s'enquérir du déroulement de la formation que suivent les employés de la fonction publique. Comme vous le connaissez, le programme du chef de l'État, c'est d'asseoir une administration innovante, une administration accueillante et une administration performante au service des populations. Et dans ce cadre, Son Excellence, le Président de la République et le Premier ministre ont mis l'accent sur le perfectionnement des fonctionnaires et leur formation continue. La formation initiale est une base, mais pour s'adapter au temps et à l'espace, et permettre à nos populations de mieux être servies, il faille que le fonctionnaire et l'agent contractuel puissent répondre aux nouveaux besoins de ce monde. Et c'est dans ce cadre que cette formation a été initiée, prise en compte et qui a été mise en place depuis quelques mois ici à l'ENA. Je suis venu aujourd'hui pour m'enquérir de ça et je m'en réjouis de voir aujourd'hui que cette formation initiée de perfectionnement se déroule dans des conditions excellentes et que les fonctionnaires répondent présents à cette formation dont ils ont le cœur à ça. Messieurs les représentants du comité de pilotage, au nom du gouvernement, je m'en suis réjoui, comprenant que vous prenez à cœur aussi cette formation et que la réussite du programme du chef de l'État dépend de la réussite aussi des fonctionnaires par rapport à leurs actions. Et vous êtes là pour faire ça et je vous en félicite. En tout cas, les étudiants, les fonctionnaires aussi que j'appelle aujourd'hui étudiants, viennent en massif et j'ai visité les salles. C'est une formation excellente et les conditions sont là. Et le gouvernement ne ménagera aucun effort
pour que ce perfectionnement soit aussi une réussite pour tout le mandat des chefs de l'État à l'effet de nous prouver, de nous mettre à disposition une fonction publique réelle, performante et qui apporte des résultats désormais aux populations mauritaniennes. Je vous remercie. Au cours de cette visite, le ministre était accompagné de ses plus proches collaborateurs. Signature aujourd'hui à Nouakchott d'un accord de résolution entre le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie et la société Kairos Gold Corporation exploitant la mine d'or de Tasiast. Cet accord, qui met fin à des pourparlers engagés depuis plus d'une année, englobe la représentation dans les instances de décision de la société de TMLSA, l'amélioration de la rente fiscale, le renforcement des capacités techniques et l'amélioration du contenu local. Le point avec Bokar Boylaba. Le gouvernement mauritanien et la société Kinross viennent de finaliser un accord portant sur les redevances additionnelles. En d'autres termes, cet accord consacre le passage de la redevance minière de 3% à des niveaux graduellement progressifs, selon le prix de l'or pouvant aller jusqu'à 6,5%. Il inclut, entre autres avantages, la nomination de membres observateurs au conseil d'administration de la société ML, afin de permettre un suivi immédiat des décisions, ainsi que le non-remboursement des montants de 74 millions de dollars qui devraient être remboursés à la société Kinross Gold Corporation relative aux carburants exonérés. Ainsi, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalam Mohamed Salah, a souligné l'importance de la signature de cette convention, au terme de laquelle Kinross va procéder au paiement de 10 millions de dollars à la signature de l'accord, en plus du paiement d'un montant annuel d'1 million de dollars pour le renforcement de capacités durant toute la période d'exploitation. Il a par ailleurs loué les efforts entrepris par les deux parties afin d'améliorer la rente fiscale et renforcer les capacités techniques. De son côté, le PDG de Kinross, Paul Rollinson, a indiqué que la conclusion de cet accord est une étape importante dans le processus de normalisation des relations entre Kinross et le gouvernement mauritanien. Il a précisé que cet accord établit de solides bases pour une stabilité fiscale et opérationnelle de la mine de Tasiast. Il a en outre exprimé la fierté de Kinross d'avoir été pionnier dans le secteur minier en Mauritanie. Pour rappel, l'exploitation de Tasiast a permis le paiement de redevances au trésor mauritanien d'un montant global de 16 millions de dollars en 2019. Et l'année dernière, les recettes se sont élevées à 36 millions de dollars. Direction Nouadhibou, où le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a tenu aujourd'hui plusieurs réunions avec les acteurs intervenants dans le domaine des pêches. Les réunions se sont déroulées en présence des représentants d'unions et d'associations maritimes, ainsi que des membres du comité chargé de fixer les prix des produits de la pêche exportés vers les marchés étrangers. Abdullah Damaba. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Dioul Zeyn, a tenu une rencontre au sein de la salle des réunions de la wilaya d'Ahle Nouadhibou en présence des représentants des fédérations et associations des acteurs du secteur des pêches. Il a ainsi été question des voies et moyens pour un développement et l'essor de ce secteur, en présence des opérateurs économiques dans ce domaine. Ces derniers ont une nouvelle fois exprimé leur disponibilité pour fructifier et valoriser les produits de mer afin qu'ils puissent contribuer au développement économique du pays. Ensuite, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime s'est rendu dans les locaux de la Société mauritanienne de commercialisation du poisson SMCP. Sur les lieux, il a tenu une réunion avec les membres de la commission des prix des produits de mer convoyés à l'étranger. Dioul Zeyn a mis en avant l'impérieuse nécessité de préserver les ressources halieutiques, particulièrement le poulpe. Sidi Ali ou Sidi Ahmed a affirmé que le ministère s'est déplacé particulièrement pour la reprise de la campagne qui était aux arrêts du fait de l'arrêt biologique il y a de cela 3 mois, afin que ces reprises se déroulent normalement dans le respect des mesures prises. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a aussi effectué cette visite afin de partager avec les acteurs l'objectif des pouvoirs publics dans ce cadre. Il a dans cette optique souligné que le but est de partager et discuter de tous les problèmes auxquels est confronté ce secteur en collaboration avec les différentes parties prenantes. Notre pays a participé aujourd'hui aux travaux de la réunion des ministres du commerce des États membres de l'Organisation mondiale du commerce.
C'est la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme qui a représenté la Mauritanie à cette rencontre organisée par visioconférence. Madame Naham Thamdjen Maknes a mis l'accent dans son discours sur la nécessité d'accorder un traitement spécial et préférentiel aux pays les moins développés économiquement au niveau des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, appelant à aider ces pays à renforcer leurs capacités et à recevoir un appui technique pour mettre en œuvre les réformes qui seront menées. Écoutons-la. Cet accord, s'il est conclu, nous permettra, après 20 longues années de négociations, de réglementer l'un des secteurs vitaux pour nos populations et nos économies et de lutter contre la surexploitation et l'épuisement des stocks de poissons, et ce conformément aux objectifs du cycle de Doha en 2001, le mandat de la 11e ministérielle et de l'ODD 14.6 adopté en 2015. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la pêche sous toutes ses formes est une source essentielle de revenus, un facteur de croissance économique et un pilier du développement de notre pays. Avec une façade maritime de 720 km, le secteur halieutique contribue pour une part importante à notre économie nationale. Il représente 25% des recettes en devises étrangères et emploie plus de 42 000 personnes, dont 80% dans la pêche artisanale. Il est crucial de parvenir à un accord sur la gestion durable de nos océans, où le traitement spécial et différencié est défini de manière claire et précise. À cet effet, mon pays s'aligne sur la position de nos groupes d'appartenance, notamment le groupe des ACP, qui, faut-il le rappeler, représente près de 50% des membres de l'OMC, mais dont l'impact est négligeable et ne représente que 2,5% du total des captures marines. Rencontre bilatérale sur la promotion du corridor Nouakchott-Bamako dans le domaine du transport. Cette rencontre vise à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays pour parvenir à un développement économique durable et réel. Aminata Khan. Œuvrer pour le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine du transport entre nos deux pays, en plus de l'établissement d'une dynamique dans le but d'élever le niveau des échanges commerciaux. C'est la quintessence de cette rencontre bilatérale pour la promotion du corridor Nouakchott-Bamako en vue d'un partenariat économique efficace et durable. Supervisant l'ouverture des travaux, le ministre de l'Équipement et des Transports a, au cours de son allocution, souligné l'importance des échanges économiques, notamment du rôle qu'ils jouent dans le soutien des échanges commerciaux entre les deux pays qui sont considérés comme un moyen efficace d'intégration économique. Ajoutons que l'axe Nouakchott-Bamako constitue l'un des pôles économiques les plus importants de la sous-région car il contribue à soutenir l'intégration économique entre la Mauritanie et le Mali. Il a ensuite déclaré que dans le cadre du partenariat bilatéral entre notre pays et le Mali et pour encourager l'axe Nouakchott-Bamako, le secteur s'emploiera à lever les barrières et restrictions pour soutenir les échanges des biens, de bénéfices et de services, et les commandes seront données pour créer un espace vert qui œuvre à l'accélération du rythme de transaction et des démarches administratives liées à l'activité commerciale du pays frère du Mali au niveau du port autonome de Nouakchott. Lui succédant, son homologue malienne a situé le cadre de la rencontre. Elle a également passé en revue les relations historiques qui unissent nos deux pays. Il représente en effet pour le Mali une ouverture maritime réelle et il tisse un lien ombilical solide entre nos deux pays dans le cadre du transit des marchandises. Il ne saurait en être autrement quand on sait que la Mauritanie et le Mali partagent une frontière de plus de 1200 km sur 4 régions maliennes, à savoir Kaï, Koulikoro, Ségou et Tombouctou. La Mauritanie et le Mali ne partagent individuellement autant de kilomètres de frontières qu'avec aucun autre État. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la Mauritanie et le Mali n'ont jamais été séparés l'un de l'autre, tant ils ont en partage une histoire séculaire dont la colonisation n'a pas effacé les traits significatifs
que l'accession à l'indépendance a opportunément résolu. L'intégration des peuples et des économies de Mauritanie et du Mali demeure vivace en dépit des vicissitudes de notre époque. C'est pourquoi je suis très honoré de prendre part aujourd'hui avec vous, Monsieur le ministre, à cette importante rencontre qui est certes normale, mais que de récents événements ont brusqué, disons. Je note avec un réel intérêt la prise de conscience partagée de la nécessité de nous retrouver pour mettre un terme au dysfonctionnement né de ces événements dans les échanges commerciaux entre les deux pays. L'élan de solidarité et d'assistance mutuelle que les services techniques et les opérateurs économiques de nos États ont su créer et maintenir doit s'inscrire dans la pérennité. J'invite donc les experts de nos deux pays, en relation avec les organisations professionnelles et représentatives et transporteurs et des chargeurs, à travailler durant les 2 jours sans relâche à identifier toutes les entraves à la fluidité du corridor et à apporter les solutions appropriées aux problèmes posés. J'ai nourri l'espoir qu'à l'issue des concertations qui s'ouvriront sous peu, les préoccupations exprimées pour faire du corridor Nouakchott-Bamako un corridor compétitif feront l'objet d'accords pour préserver et renforcer les échanges commerciaux entre nos deux peuples. Je me félicite des concours actifs de tous les services qui interviennent dans la chaîne de transport à la pérennisation des actions d'assistance quotidienne aux opérateurs économiques sur l'axe Nouakchott-Bamako pour l'approvisionnement constant et à moindre coût du Mali en produits de première nécessité. Il est à noter que cette réunion s'est déroulée en présence de plusieurs responsables du ministère de l'Équipement et des Transports et de la délégation accompagnant la ministre malienne. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en coopération avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, a organisé aujourd'hui à Nouakchott une journée consultative sur la gouvernance environnementale financée par la Banque mondiale à travers le programme ouest africain de gestion du littoral en Mauritanie. Cette journée de sensibilisation vise à présenter les défis environnementaux qui sont devenus un obstacle au développement et une menace profonde pour l'existence humaine sur la planète Terre, un domaine couvert par les politiques stratégiques internationales et un centre d'intérêt des législateurs du monde entier. Le point avec Mohamed El-Khattat. Il s'agit d'une journée d'information et de sensibilisation des parlementaires sur la gouvernance environnementale et le développement durable, étant entendu qu'ils ont un rôle clé dans la promotion du développement durable et qu'ils ont également des responsabilités dans le domaine de la législation, du contrôle de l'action gouvernementale et partant se doivent d'avoir les informations précises sur l'environnement. Organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en coopération avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, cette journée consultative sur la gouvernance environnementale, financée par la Banque mondiale à travers le programme ouest africain de gestion du littoral, le WACA, vise à présenter les défis environnementaux qui sont devenus un obstacle au développement et une menace profonde pour l'existence humaine sur notre planète. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, de préciser que notre pays, qui a la chance, grâce à Allah, d'être moins pollué pour plus d'un facteur, malgré les impacts de la sécheresse sur lui, a plus besoin de nouvelles protections législatives avec le renouvellement des défis. Et ajoute-t-il, cela grâce à votre vigilance constante par rapport à cette question et à la prise de conscience du citoyen qui compte sur vous et que vous représentez, et à son anticipation à tout défi dans ce sens afin de préserver l'environnement, corriger les déséquilibres constatés,
renforcer les réformes et améliorer la gouvernance environnementale de manière accélérée, globale et efficace. Vous, parlementaires, a déclaré le ministre, vous êtes concernés au premier chef par l'appropriation des problématiques de la protection de l'environnement et du développement durable. La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation à l'environnement mis en œuvre par le département de l'environnement et du développement durable en vue d'améliorer la compréhension des parlementaires quant aux enjeux environnementaux, a été l'occasion de rappeler que les dommages environnementaux se multiplient aujourd'hui et que les ressources naturelles diminuent, en plus d'une augmentation de la désertification, de la dégradation des terres, de la perte de la biodiversité. À ce constat de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekaï, elle ajoutera que ces perturbations résultant des températures élevées et de l'activité humaine menacent l'équilibre des systèmes naturels et contribuent à la persistance de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Notant que pour relever ces défis, nous, dit-elle, devons améliorer la gouvernance environnementale dans notre pays, trouver des solutions adaptées pour protéger notre environnement et redoubler notre résilience face au changement climatique. J'espère, dira-t-elle, que cette rencontre sera l'occasion d'un échange fructueux et constructif avec les experts du département et qu'elle contribuera à renforcer la compréhension et le dynamisme des parlementaires dans le domaine de la préservation de l'environnement pour le bonheur des générations présentes et futures. Il est à noter que les participants ont suivi un exposé présenté par la ministre de l'Environnement et du Développement durable qui écrivait la vision politique du gouvernement dans le domaine de la préservation de l'environnement et du développement durable. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres lors d'une rencontre avec la presse. Il s'agit des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, de la Justice et de l'Équipement et des Transports. Mulika Mtenarli. Après avoir indiqué que le Conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs projets de loi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mourtalou Dahi, a déclaré que l'un des projets porte sur la protection des symboles nationaux et incriminant des atteintes à l'autorité de l'État et à l'honneur du citoyen. Le texte a été commenté par le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould-Cheikh Abdullah Ould-Boye. Le ministre a souligné qu'il vient combler certaines insuffisances constatées dans le code pénal et à mettre à la disposition des praticiens, y compris les magistrats et les enquêteurs, des instruments juridiques clairs permettant d'imposer le respect des textes juridiques et des valeurs républicaines. Au sujet des droits du citoyen, le ministre a souligné qu'il est fondamental de respecter les droits de citoyenneté, de préserver l'unité nationale et d'instituer les instruments juridiques appropriés pour la sauvegarde et la concrétisation des valeurs de citoyenneté et de la patrie. Réagissant à une question relative aux limites imposées par un nouveau projet de loi à la liberté d'expression dont jouissaient les journalistes, le ministre a affirmé que la nouvelle loi entre dans le cadre de la maîtrise des libertés d'expression et de la définition de ces limites pour préserver l'intégrité et l'unité nationale ainsi que les symboles du pays. Il a souligné que les libertés d'expression seront toujours garanties par la loi. En ce qui concerne l'ordonnance portant sur le code de la route, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, a souligné que la sécurité routière est une priorité du président de la République qui a donné dès son investiture des instructions pour corriger la situation du secteur des transports. Le présent projet de loi entre dans le cadre d'une stratégie multisectorielle lancée en décembre 2019. Au regard de ce qui a été constaté, il est devenu indispensable d'introduire des mesures plus coercitives par le durcissement des peines et des sanctions, surtout pour la conduite sans permis. Au sujet de l'augmentation des cas de coronavirus et de la riposte du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a précisé qu'au sujet des mesures barrières de la Covid-19, de nouveaux variants sont apparus dans le monde et nous n'en sommes pas à l'abri, d'où la nécessité de redoubler de vigilance et de se faire vacciner massivement. Le seul remède efficace contre le virus reste la vaccination. Le pays possède des milliers de doses de vaccins et le niveau d'immunisation est encore en dessous des attentes. Le gouvernement agit suivant un plan de riposte élaboré en fonction de l'évolution de la crise et les formations hospitalières sont en alerte maximale, a conclu le porte-parole du gouvernement. Répondant à une question relative à la hausse des prix, le porte-parole du gouvernement a indiqué que ce phénomène résulte des conséquences de la Covid-19 et l'accroissement de la demande qui dépasse l'offre.
Ce matin, le ministre de la Défense du Tchad, en compagnie du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a effectué une visite au lycée polytechnique de Nouakchott. Une visite qui lui a permis de voir l'organisation et le fonctionnement de cette institution. Eminem Khalil. Le ministre tchadien de la Défense, général Daoud Yahé Ibrahima, est arrivé à l'école supérieure de Polytechnique en compagnie du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, général Cheikh Diallo. Les deux hommes et leur délégation ont été accueillis dès leur arrivée par le directeur de l'école, colonel Mohamed Ould Mohamed Mahmoud. La première présentation que les deux hommes ont suivie a porté sur la nouvelle composition du groupe Polytechnique qui regroupe actuellement 6 instituts, dont un institut préparatoire des écoles d'ingénieurs, l'école supérieure Polytechnique et 4 autres instituts professionnels spécialisés. La délégation ministérielle a effectué une visite de terrain qui l'a conduite dans les centres, laboratoires et salles de classe de l'école. Les laboratoires visités sont ceux des sciences physiques, d'expériences chimiques, ainsi que le laboratoire des travaux généraux et des matières de construction, y compris l'électricité et l'énergie renouvelable. Là aussi, la délégation ministérielle a reçu des explications portant sur les programmes pédagogiques mis en œuvre par cette institution qui a pu attirer jusqu'à présent 1122 élèves, toutes spécialités confondues, depuis sa création en 2011, et ce, en collaboration avec un staff pédagogique civil comprenant 296 membres. À la fin de la visite, le directeur général de l'école a présenté des symboles d'honneur pour le ministre tchadien de la Défense et le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a organisé aujourd'hui à Nouakchott, en collaboration avec la coopération allemande, un atelier de formation des formateurs sur les programmes de la formation de techniciens supérieurs dans les écoles de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pendant 3 jours, les participants à l'atelier échangeront sur le processus de développement des programmes de la formation professionnelle, les supports d'accompagnement et les guides de la planification pédagogique. Cet atelier de formation des formateurs sur les programmes de formation de techniciens supérieurs dans les écoles de l'enseignement technique et de formation professionnelle permettra aux participants d'échanger sur le processus de développement des programmes de la formation professionnelle, les supports d'accompagnement et les guides de la planification pédagogique. Le secrétaire général du département, M. Abdi Salem Cheikh Saadbou, a déclaré que l'atelier permettra aux experts formateurs du secteur de la formation technique et professionnelle de suivre des présentations sur les nouveaux programmes qui ont été élaborés pour cette année, au profit des techniciens supérieurs dans les différentes spécialités. Il a ajouté que l'atelier est l'occasion de livrer des supports pédagogiques aux formateurs qui auront un impact positif sur l'amélioration de leurs performances. Le représentant du directeur résident de la GIZ, M. Edi Moulero, a indiqué: La cérémonie de ce matin permet de manifester notre intérêt pour l'emploi. Pour l'emploi parce que nous sommes convaincus que l'emploi passe d'abord par la qualité des hommes formés pour l'emploi. Et un instrument important pour cette mission, c'est d'abord les outils et l'accompagnement pédagogique nécessaire à la formation de la jeunesse. Dans le maillon de la formation technique et professionnelle, vous vous en doutez certainement pas, le corps enseignant est un élément fondamental. Et la qualité du corps enseignant imprime aussi la qualité des jeunes que nous formons. Et pour arriver à la vision de son Excellence, le Président de la République, nous avons besoin des hommes de qualité. Nous avons besoin donc d'une formation de qualité. C'est pourquoi la GIZ, à travers le projet Pélimir, qui est le projet de promotion de l'emploi et de l'insertion des jeunes en Mauritanie, projet mis en œuvre en partenariat étroit avec votre ministère, n'a pas hésité un moment à coopérer avec l'INAP-RTP pour le développement d'outils que nous allons aujourd'hui exploiter pour la formation des formateurs
que vous êtes ici dans cette salle. Au cours de cet atelier de 3 jours, un ensemble de supports pédagogiques a été remis aux représentants des établissements de formation technique et professionnels bénéficiaires pour aider les formateurs à améliorer la quantité de la formation et à aligner sur les besoins du marché du travail. Les services du réseau administratif de commandement du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont fait état de précipitations sur plusieurs endroits du territoire au cours des dernières 24 heures. En voici le relevé. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 138 nouveaux cas de contamination, 51 guérisons et malheureusement 4 décès. Docteur Abdallah Oulebou Habib au ministère de la Santé a fait le point de la situation hebdomadaire du Covid-19 dans le pays. Écoutons-le. Donc on va vous présenter la situation épidémiologique hebdomadaire en français. Au cours de la semaine écoulée, nombre de cas alors 746 cas, dont 15 contacts, 730 cas communautaires, un cas importé, 391 guérisons et malheureusement 9 décès. Les cas positifs sont au total donc de 746. Les répartitions par wilaya. La Hod Sharqi 5 cas, Hod El Gharbi 1 cas, Asaba 14 cas, Gorgol 13 cas, Brakna 25 cas, Trarza 19 cas, Adrar 22 cas, Gudimara 2 cas, Dakhit Moualibou 134 cas, le Tegan 22 cas, le Tirzemou 54 cas, l'Inchiri 20 cas, Nouakchott Nord 184 cas, Nouakchott Ouest 146 cas et Nouakchott Sud 85 cas. Les cas actifs donc sont 1080 cas, dont 1013 sans symptômes ou sans signes et 36 avec des signes légers et 31 cas avec des signes assez grave. Donc le cumul de la situation épidémiologique depuis le début de la pandémie est de 22 049 cas, dont 9 160 cas contacts et 12 691 cas communautaires, 197 cas importés, 20 470 guérisons et 499 décès. Ont été effectués 12 986 tests, dont 5 pour le suivi et 12 981 pour le diagnostic, avec 9 464 TDR et 3 517 PCR. Donc les 12 986 tests effectués selon les régions, Nouakchott Ouest avec 4 911, Dakhit Moualibou avec 1737, Hod El Sharqi 1034, Trarza 652, Inchiri 647, Brakna 631, Nouakchott Nord 629, Hod El Gharbi 500, Asaba 486, Gidimara 447, Gorgol 417, Nouakchott Sud 395, Tirzemmour 241, Adrar 137 et le Tegan 122 plutôt. Depuis la pandémie, 383 020 tests ont été effectués, dont 29 068 pour le suivi et 353 952 tests pour diagnostic, dont 242 241 TDR et 111 711 PCR. Au cours de la semaine, 112 personnes ont été hospitalisées avec 84 cas légers ou symptômes légers, 29 symptômes graves
et 43 personnes sorties guéries. Situation des hospitalisations selon les centres hospitaliers. Centre hospitalier de Nouadhibou, 7 cas légers, 8 cas graves, au total 15. Centre hospitalier de Rosso, 1 cas léger, 0 cas grave. Centre hospitalier de Zouérat, 2 cas légers et 0 cas grave. Centre hospitalier d'Alag, 1 cas léger et 1 cas grave. Centre hospitalier Mère Enfant, 1 cas léger, 1 cas grave. Centre national de cardiologie, 4 cas légers, 2 cas graves. Centre hospitalier national, 15 cas légers et 9 cas graves. Centre hospitalier Amitié, 1 cas léger, 1 cas grave. Et centre hospitalier Cheikh Zayed, 4 cas légers et 10 cas graves. Et le total, donc, 36 cas légers et 31 cas graves. Donc, au total, 67 cas dans les hôpitaux pour cette semaine. Cumul des hospitalisés depuis la pandémie, 3229 cas hospitalisés, 2640 avec symptômes légers et 651 cas graves. Et donc sortis des hôpitaux, 2796 personnes guéries. La vaccination. Au cours de la semaine du 8 au 14 juillet, Nouakchott cite de 575 doses, première dose, et 238 personnes ont reçu la deuxième dose. Nouakchott Nord, 68 personnes ont reçu la première dose et 25 personnes ont reçu la deuxième dose. Nouakchott Ouest, 2062 personnes ont reçu la première dose et 325 personnes ont reçu la deuxième dose. Hod Sharqi, 165 personnes ont reçu la première dose. Hod Al-Gharbi, 155 personnes ont reçu la première dose et 0 personne a reçu la deuxième dose. À Saba, 693 personnes ont reçu la première dose et 0 personnes ont reçu la deuxième dose. Le Brakna, 19 personnes ont reçu la première dose et 23 personnes ont reçu donc la deuxième dose. Le Gorgol, le Guidimara, l'Inchiri et le Tegan, il n'y a pas eu de vaccination ni de la première dose ni de la deuxième dose au cours de la semaine. Le Trarza, 55 personnes ont reçu la première dose et 33 personnes ont reçu la deuxième dose. Le Tirzemour, 370 personnes ont reçu la première dose et 0 personnes ont reçu la deuxième dose. Dakhlet Nouadhibou, 10 personnes ont reçu la première dose et une seule personne a reçu la deuxième dose. L'Adrar, 22 personnes ont reçu la première dose et 9 personnes ont reçu la deuxième dose. Donc au total, 4194 premières doses ont été... 4194 personnes ont reçu la première dose et 654 personnes ont reçu donc la deuxième dose au cours de la semaine écoulée. Cumul pour la vaccination Covid. Donc par wilaya, Nouakchott Sud, 13 624 ont reçu une première dose et 1608 personnes ont reçu la deuxième dose. Nouakchott Nord, 8820 personnes ont reçu la première dose et 813 personnes ont reçu la deuxième dose. Nouakchott Ouest, 41 534 ont reçu la première dose et 8 542 personnes ont reçu la deuxième dose. Hod Sharqi, 17 603 ont reçu la première dose et personne encore n'a reçu la deuxième dose. Hod Al-Gharbi, 10 450 ont reçu la première dose et une seule personne a reçu la deuxième dose. La Saba, 8 732 ont reçu la première dose et personne encore n'a reçu la deuxième dose. Le Brakna, 11 784 ont reçu la première dose et 208 personnes ont reçu la deuxième dose. Le Gorgol, 7 672 ont reçu la première dose et personne encore n'a reçu la deuxième dose. Le Guidimaka, 8 326 personnes ont reçu la première dose et 47 personnes ont reçu la deuxième dose. Inchiris, 1515 personnes ont reçu la première dose et 35 personnes ont reçu 35 personnes ont reçu la deuxième dose. Le Tegan, 3073 personnes ont reçu la première dose et 85 personnes ont reçu la deuxième dose. Le Trarza, 11 415 personnes ont reçu la première dose et 312 personnes ont reçu la deuxième dose. Le Tirzemour, 3619 personnes ont reçu la première dose et 62 personnes ont reçu la deuxième dose. Et Dakhlet Nouadhibou, 16 565 personnes ont reçu la première dose et 1014 personnes ont reçu la deuxième dose. L'Adrar, 2186 personnes ont reçu la première dose et 51 personnes ont reçu la deuxième dose.
Donc, 166 918 personnes ont reçu la première dose depuis le début de la vaccination et 12 778 personnes ont reçu déjà la deuxième dose au niveau national. À ce journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir participé à une réunion de haut niveau sur le financement des économies africaines. Le Premier ministre supervise le lancement d'une série de forums organisés par Taazur en coopération avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation au profit des collectivités territoriales. Nouakchott abrite la signature d'un accord entre le ministère du Pétrole et des Mines et la société Kairos Gold Corporation. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.